Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois, édition spéciale, c'est la fait. Aujourd'hui, plus de mois après sa prestation de serment que Paul Biya ne s'est pas exprimé. Il ne s'est pas exprimé devant les Camerounais. C'est pas tant que les sujets manquent. On se rappelle que depuis le 30 novembre, que la Coupe d'Afrique des Nations, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations nous est retirée et tous les scandales qui s'en suivent, qui continuent de faire leur apparition, le président n'a pas fait une seule sortie. Du côté du nord-ouest et du sud-ouest, la crise, on va le dire comme ça, s'enlise depuis, malgré l'arrêt de poursuite contre 289 détenus de cette crise, la crise véritablement s'enlise. Mais nous allons commencer avant le discours à la nation à 20h sur ce gros scandale, ce que nous avons appelé ici le casse du siècle. Rétrospective 2018, nous intéressons ce soir, madame, monsieur, au retrait de la Coupe d'Afrique des Nations, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Cela fait donc, madame, monsieur, exactement un mois que le Cameroun vit sans CAN. Et pour cause, la Confédération africaine de football lui a retiré le 30 novembre l'organisation de la plus grande messe du football africain prévue pour se tenir au Cameroun à l'été 2019. Pour Ahmad Ahmad, président de l'instance fêtière du football africain, le Cameroun n'est pas prêt. Le cahier des charges pour accueillir la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes est loin de respecter le cahier de charges, et ce rendu à 7 mois. Passé ce couperet, les Camerounais, loin d'avoir fini d'avaler cet échec, apprendront pas à travers les réseaux sociaux les véritables raisons des retards accusés dans l'exécution des chantiers liés à cette Coupe d'Afrique des Nations. Rétrocommission, surfacturation sont les maîtres mots. Rétrospective 2018, retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, autopsie d'un scandale. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Rétrospective 2018, retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, autopsie d'un scandale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jonathan Batenguene. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui regardent Equinox Télévision. Bonsoir à tous les copanélistes qui ont accepté de se déplacer ici ce soir. Là, vous êtes sociologue. Effectivement. Et en face de vous, Paul-Joël Kamtjan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, une fois de plus merci pour cette invitation et je me réjouis que ça tombe bien parce qu'en fait c'est un mois exactement jour pour jour presque. Ouais. J'étais assis exactement ici, oui. Et juste à côté de moi vous vous rappelez bien que c'était bien un RDP6 qui était assis et je lui faisais remarquer que un mois après Biya n'allait pas réagir parce qu'en fait Monsieur Biya Paul, comme on le sait, ne devrait rien faire parce qu'il y a eu des scandales comme ceux de la CAN. Je suis qu'il ne va pas réagir ce soir. Et réagir ce soir, ça ne sera qu'au discours. Je ne crois pas qu'il fera un décret, je ne sais pas, pour punir tous ceux qui se sont mêlés à cette histoire de CAN. Il pourra peut-être dire qu'on connaît la formule. Ils vont rendre gorge. S'il dit que cela vont rendre gorge aujourd'hui. Je ne suis pas de ceux qui croient. Je ne suis pas de ceux qui croient au Père Noël. Parce que Noël est passé et donc ça sera comme d'habitude du réchauffé. On va resservir de la même chose. Vous êtes sûr? Vous avez déjà le discours? J'ai pas le discours, malheureusement, pas comme l'année précédente où on a eu le discours presque 15 heures avant. Cette fois-ci, c'est verrouillé. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a de bonnes choses. Non, ça ne veut rien dire parce que c'est pas. On va donc voir tout à l'heure. Donc, je préfère qu'on attende. On va voir. Moi, je suis Thomas dans ce cas et on verra. Et comme je vous l'ai dit, Monsieur Biya Paul ne devait rien faire. Il n'a rien fait et il ne fera absolument rien. Il n'a encore rien fait. Un remaniement. Non, faudrait pas qu'on se perde en conjecture parce qu'un remaniement en réalité ne vient pas résoudre un problème systémique, sinon un simple jeu de chaises. Ok, je rappelle que Paul-Joël Kamtjan est data journaliste. Sur ce plateau, une fois de plus, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir surtout aux téléspectateurs d'Equinox. Voilà, vous êtes vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Tout à fait. C'est bien cela. Et pour défendre
Le Cameroun? RDP. Parce que c'est le RDPC, c'est le parti au pouvoir, c'est vous qui êtes à la manette. Il est là sur ce plateau, Robert Mouté, ambassadeur, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir aux copanélistes. Je ne pense pas que le Cameroun soit devant un tribunal. Le Cameroun a ses problèmes. Le Cameroun on a beaucoup de choses à vous demander. Pour être défenseur du Cameroun, non. Oui. Je ne peux pas me permettre... Vous êtes comptable de ce qui se passe, quand même, vous le reconnaissez, non? Disons que le RDPC est un parti proche du pouvoir. Proche? Oui, proche parce qu'il n'est pas seul. Non, vous êtes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons des partenaires. C'est les autres qui sont proches de vous. Voilà, donc nous sommes partis au pouvoir et puis je crois que nous sommes comptables de tout ce qui se fait. Voilà. Et je crois que la logique au jour d'aujourd'hui veut que la vérité soit dite aux Camerounais. Okay. Et comme moi j'ai cette habitude de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ce soir encore je vais dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Voilà, dites-nous pourquoi vos camarades ont menti au président de la République pendant longtemps. On fait dire au président que la CAN sera organisée, on sera prêt le jour dit. Pourquoi vos camarades ont fait ça au peuple camerounais? Mais très très bonne question. Vous savez, bien que je sois du RDPC, j'ai été affligé comme tous les Camerounais quand nous avons retiré cette CAN. Et c'est inadmissible ce qui s'est passé. Parce que vous savez, le président voulait cette CAN. Il s'est engagé personnellement devant la nation, devant le monde entier. Il a donné toutes les instructions pour que tout ce qui concerne la CAN ne soit nullement retenu ou bloqué. Et à son niveau, quand un dossier CAN arrivait, il passait comme une lettre à la poste. Évidemment, quand vous avez des collaborateurs véreux, forcément, une situation comme celle-là, c'est une aubaine. Parce que j'ai eu dire sur certains plateaux ici, et c'est vrai, j'ai pu vérifier au niveau de la douane, que 2000 conteneurs sont passés à la douane estampés cocaine. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec la canne. Dès que ça sortait de la douane, c'était la brocante qui était déversée à gauche, à droite, et ainsi de suite. Pourquoi? C'était le matériel de construction de tel ou tel haut responsable, tel ponct du régime. Ça, ce n'est pas du président Biassa. C'est inadmissible. Il y a eu cette duplicité qui a caractérisé tout le staff, depuis le chef de projet, le chef de chantier, jusqu'au SGPR. Tout le monde était d'accord que ça se passait bien. Les comités régionaux présidés par le gouverneur disaient que c'est bien. Au niveau national du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est bien. Au niveau du Premier ministère, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut balayer tous ces gens-là? On a fait le Premier ministère a fait des descentes, il portait les bottes et tout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, Robert Moutem? Il faut balayer tous ces gens qui disaient que c'était bien? Non, je crois que je termine d'abord avant de revenir sur cette conclusion. Parce que vous savez, quand vous voyez toute une chaîne comme celle-là, de commandement, qui dit la même chose, et c'est Ahmad qui vient dire au président que tout ce qu'on vous raconte n'est pas vrai. Et il se trouve que Ahmad a raison. Tout ce ministre de l'Espoir a fini par reconnaître qu'à 80%, le staff en charge était responsable. Donc je crois que ça montre l'ampleur de rétrocommission qu'il a pu avoir de détournement. Parce que pour que tout ce monde reste calme, vous savez, même quand vous partez faire des affaires dans la mafia, quand c'est bien partagé, personne ne parle. Ah oui. Et quand c'est mal partagé, que vous voyez, celui qui n'a pas reçu, n'a pas eu grand-chose, et lui qui va balancer les autres. Et tout le monde s'est mis d'accord, personne n'a balancé personne. Ça veut dire que la commission était forte. Quand vous voyez les 51 marchés de gré à gré, pour 600, combien de 50 milliards, vous vous rendez bien compte très rapidement que, en prenant juste les rations, on vous a payé d'un sac de ciment à 4 000 francs qui était vendu à 16 000. Un camion de sable à 700 000. Ok, un camion de 70 000 de sable est à 700 000. Ratio 10. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous prenez 650 milliards, vous ramenez seulement un ratio de 4, vous retrouvez tout ce qui a été fait à 650 milliards devrait être fait à moins de 150 milliards. Ça veut dire qu'il y a 500 milliards qui se sont que les gens se sont partagés. C'est vraiment, c'est grave, c'est une honte. Okay. C'est honte. Le président s'est engagé. Les collaborateurs qui étaient en charge n'ont rien fait. Et je peux vous dire, le président a subi d'autres coups parce qu'il y a des gens qui sont portés garant pour faire certaines actions. Je ne vais peut-être pas m'étendre ici. Oui, on a parlé tout à l'heure. Je reviens à vous. Ok, d'accord. Oui. Jonathan Batenguele, lorsque, devant l'ampleur de ce scandale, quelle image le Cameroun présente aux yeux du monde aujourd'hui? Une image... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut balayer ces gens. Un mois, ça fait un mois.
Grotesque, Ils sont toujours là. d'abord, revenons sur l'image, elle est grotesque, elle est ridicule. Oui. Maintenant, sur comment est-ce qu'il faut agir. Dans un pays où les institutions fonctionneraient de manière normale, on aurait déjà eu des commissions d'enquête et puis on aurait interpellé les responsables concernés. Toujours est-il que jusqu'à présent, on a des responsables qui continuent à vaquer à leurs occupations de manière normale. On voit même que des scandales peuvent encore se multiplier. Il y a des notes qui circulent en termes de nomination. On voit des lettres qui circulent qui disent que certaines personnes pouvaient être nommées. Et comment est-ce qu'ils ont été contactés pour cette affaire, on ne sait pas. Donc, il faut revenir à l'essentiel. Cette CAN est symptomatique de ce qu'est le Cameroun depuis plusieurs années. C'est bien que M. Kamil Mouta Abidja soit... Non, Robert. Mouté Ambassa. Robert Mouté Ambassa. Ambassa, soit... C'est pas le directeur du FNE qui... Non, Mouté Ambassa. La précision vaut la peine, Oui. parce qu'elle apporte quand même une confirmation. C'est que même au RDPC, ils sont conscients que l'échec n'est plus camouflable. L'échec est patent et il n'est plus latent, il est ostensible. De telle sorte que tout le monde peut se rendre compte qu'aujourd'hui, le Cameroun est dans un vase où on ne peut plus sauver certains. Et eux-mêmes disent qu'il faudrait désormais passer à la normalisation. Mais quelle normalisation? Est-ce qu'on pourrait normaliser un État où les remises en question se limitent à certains responsables? Surtout qu'on sait que c'est un système de confiance, des réseaux fermés qui dirigent le Cameroun. C'est-à-dire que je fais confiance à tel, je le fais nommer à tel poste, et celui-là fait confiance à tel, le fait nommer à tel poste. Et puis, par ces chaînes de confiance, on se retrouve à la nomination même du plus petit employé dans un ministère. Alors, comment est-ce qu'on peut casser ça si les chaînes de confiance sont assez solides jusqu'au sommet de l'État? Okay. Maintenant, si le RDPC veut se remettre en question et que c'est une remise en question assez sérieuse, ils doivent remettre en question même les fondements, c'est-à-dire les bases de l'autorité dans leur parti. Et puis, si ils continuent, ils persistent à dire que le président est le seul qui n'est pas mouillé à cette affaire, eh bien que le président prenne une décision assez radicale, c'est-à-dire balayer l'essentiel des responsables qui l'entourent. Okay. Et quand il va faire ce balayage, qu'il ait le courage d'aller dans la société civile, dans les partis politiques d'opposition, qu'il ouvre vraiment la porte. Parce que cette fois-là, il ne faut plus seulement qu'il pense à sa famille politique. Nous sommes en fin d'année, nous voulons une nouvelle CAN. Nous voulons que ce pays fonctionne. Il faut qu'il ouvre les portes et qu'il aille chercher les compétences là où elles se trouvent. Okay. Je voudrais seulement rappeler à sa décharge que ça fait exactement 36 ans que M. Biya Paul balaie. Vous vous rappelez du ratio, du nombre de gouvernements nommés depuis 36 ans. Mais est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé? C'est 1000 et 1000 amis. Voilà. Il me semble donc que vous avez parlé de balayer. Il ne me semble pas que jusqu'à présent, le balayage qu'il a pu faire, lorsqu'on voit le ratio, la moyenne, c'est d'environ un remaniement tous les 1 an et demi. Si je me tiens bien au calcul que nous avons fait et aux données en notre possession. Alors, je crois savoir qu'en matière de gestion d'administration, on balaie lorsqu'en fait une équipe n'a pas pu atteindre un résultat. Alors si en 36 ans, toutes les équipes balayées jusqu'ici n'ont pas pu atteindre le résultat, qui est en réalité le vrai problème? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Je voudrais donc revenir et rebondir sur la question de M. Mouté, qui veut à tout prix, comme tous les gens du RDPC, c'est comme tous les biaïstes, absoudre la responsabilité de M. Biya Paul. Je veux dire, ce n'est qu'une fuite en avant en ce sens en réalité que c'est lui le premier responsable. En passant, vous me donnez juste l'occasion de répéter ce que j'avais dit autour de cette table il y a exactement un mois. C'est que lui, devant le peuple, c'est le peuple qui reconnaît M. Biya comme étant investi de ce pouvoir et qui répond du Cameroun aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il me semble, soit dit en passant, qu'on peut sortir les archives aussi bien à Equinox qu'à la CRTV pour revoir où M. Biya Paul avait solennellement, officiellement et aux yeux et au su du monde entier engagé le Cameroun. Je vous fais donc de la phrase fétiche et de tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, que M. Biya Paul revienne donc dire aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, il me semble que dans ce scandale où on mouille tout le monde, où on voit bien qu'il y a des batailles rangées et que même les médias s'y mêlent violents
la déontologie et l'éthique en la matière en matière de médias et de journalisme, et qu'en réalité au sommet de l'État, celui qui a engagé le Cameroun ne peut pas nous dire exactement ce qui se passe. Monsieur Mouté a parlé des sacs de ciment, du sable. Il y a eu des gens qui ont été interviewés, qui parlaient qu'il fallait faire mettre des gens en mission de Garoua pour venir payer des employés à Douala, ainsi de suite. On parle du marché de gré à gré. On a dû retarder les travaux pour justement attendre la dernière minute pour passer les marchés de gré à gré, pour donner l'impression en réalité qu'on devait accélérer. Alors que quand vous voyez par exemple la même architecture organisationnelle du côté de la Côte d'Ivoire qui devait juste suivre le Cameroun, c'était pratiquement différent. Mais au Cameroun, quand on revient à vouloir justifier ci et ça, je vous assure franchement, nous-mêmes, il faut qu'on apprenne à être sérieux avec nous-mêmes. Ok, vous permettez, M. Mouté, d'abord vous... jusqu'ici, un mois après, pas de commission d'enquête, pas d'interpellation. Ça veut dire que les réseaux sont hyper puissants. Puisque, comme m'a dit Robert Mouté à Bassa, tout le monde est mouillé dans cette affaire-là. Ce qui est grave, et beaucoup plus grave, c'est que nous avons en face une opposition qui ne voit pas les choses normalement. Parce que ceux qui entourent M. Biya se rendent compte qu'on est en fin de règne. Et donc, il faut faire des positionnements. Il faut maximiser les détournements pour qu'ils puissent le remplacer. Parce que je crois que quand on vole énormément de milliards, excusez-moi, depuis un certain temps, j'utilise le mot voler, parce que c'est devenu un mot courant au Cameroun, et c'est peut-être celui-là que les Camerounais comprennent le mieux. Tous ces détournements que vous voyez là, moi je peux vous jurer que quelqu'un qui détourne 10 milliards ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça là, s'il n'est pas un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cela? Donc, ils ont compris que nous sommes en fin de règne. Ce que l'opposition camerounaise ne comprend pas jusqu'à présent. Et ils font tout pour qu'ils amassent des fortunes afin de se positionner pour le remplacement. Donc, ils sont les principaux adversaires de leur chef. Et malheureusement, au rythme où on voit le chef agir, on se dit que c'est le chef qui est saucissonné. Parce que le président Biya a eu plusieurs occasions, puisque un scandale cache un autre. Si vous commencez depuis quelques années, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs au Cameroun, mais que le chef de l'État ne réagit pas. Et comme il ne réagit pas, ça veut dire que c'est lui qui est saucissonné par les siens. Et à ce moment-là, on se pose la question de savoir comment on va résoudre les problèmes. Parce que si nous regardons bien notre pays, nous nous rendons compte que des solutions sont proposées à tout vent. Mais on ne tient pas compte de cela. Et en même temps, on va se dire, si le scandale de la CAN vient nous éclairer, après que le président ait pris face au monde entier solennellement des engagements que ça va se poser, ça veut dire que tous les rapports que le chef de l'État, y compris ceux du sud-ouest et du nord-ouest, sont faux. Alors à ce moment-là, comment on fait? Parce que la CAN est venue dévoiler quelque chose qui se passe. Le mécanisme de montrer que la parole du chef de l'État ne vaut rien. C'est ce que c'est venu démontrer. Ensuite, nous avons eu honte. Il n'y a pas un seul Camerounais dans le monde entier qui n'a pas eu honte de cette affaire. Parce que le monde entier était prêt à nous épauler, parce qu'ils nous doivent cela pour le football africain que le Cameroun a amené à des cimes. Vous voyez? Donc, quelque part, le discours du chef de l'État ce soir est attendu. Il est attendu parce que est-ce que le mur le plafond de verre va se briser? Est-ce que il va quitter son piédestal pour montrer aux Camerounais qu'il est avec les Camerounais? Parce que la plupart des Camerounais se rendent compte que le chef de l'État n'est pas au courant de ce qui se passe. Peut-être que c'est une façon de le dédouaner. Peut-être qu'aujourd'hui, il sera capable de montrer à sa population qu'il les a compris. Parce que entre les actes qu'il pose et ce qui se fait autour de lui dans son sillage, il y a un dysfonctionnement terrible et on se pose la question de savoir si pour la CAN, pour laquelle il était si attaché, il a été trompé. Pour les autres problèmes qui minent le Cameroun, est-ce qu'il n'a pas été aussi trompé? Ok. Et Robert Mouté Ambassa, on parle justement de ce fossé qui existe entre les collaborateurs du chef de l'État et lui-même, s'agissant des vrais problèmes de la société du Cameroun. Comment comprendre ça?
qui soit toujours en train de tronquer la vérité. Avant de donner réponse à cette question, je voudrais quand même dire à Paul Jouel qu'on n'a jamais dit que le président Biya n'était pas responsable de ce qui se passe. La Constitution lui donne le pouvoir de nommer à tous les emplois civils et militaires. Donc le responsable numéro 1, c'est le président Biya lui-même. Ça me réjouit. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Et maintenant, il y a des coupables qui sont dans le groupe de gens qu'il a nommés à de hautes fonctions. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 36 ans qu'il change de gouvernement. Mais quand on regarde avec un peu de recul, il apparaît clairement que le président a beaucoup travaillé, à plus de 95%, avec des fonctionnaires. Vous savez, quand il n'y a pas que les fonctionnaires. Donc c'est un problème d'homme. C'est un problème de qualité. C'est uniquement un problème de ressources humaines. Oui. Et il a travaillé qu'avec des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, eux, à une certaine époque, étaient encore intègres pour un bon nombre. Oui. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont intègres sont très peu nombreux. Plus de 90% sont plutôt de l'autre côté. Oui. Et le président gagnerait dans les solutions à apporter, à essayer de voir du côté du secteur privé, la société civile, et faire un panachage avec certains fonctionnaires qui restent encore crédibles. Oui. Je crois que c'est un problème uniquement de ressources humaines. Et ça rejoint l'autre question qui concerne le fossé entre les instructions présidentielles et ce qui se passe en réel. Il vous souvient quand même que le président lui-même se pose parfois des questions. En décembre 2013, il a fustigé le gouvernement en place. OK? Mais vous avez bien remarqué qu'il l'a fait en décembre, en février, le discours était différent. Parce qu'il y a des réseaux qui sont autour du président, qui combattent par rapport à la succession. Et c'est chaque réseau qui veut être bien vu. Et du coup, les informations sont tronquées. Les informations sont tronquées. J'ai assisté personnellement à un travail sollicité par le chef de l'État. État des lieux dans le secteur pétrolier au Cameroun. Oui. Vous voulez savoir quels sont les dysfonctionnements, quels sont les problèmes. Mettre en évidence les facteurs bloquants et proposer des solutions, faire des propositions d'amélioration. Mais je peux vous garantir que le rapport final qui a été fait était accablant. Il fallait changer le système. Parce que le système actuel, dans notre pays, n'est plus en adéquation avec ce qui se passe au plan international. Et on perd beaucoup d'argent. Pas que quelqu'un a volé. On perd parce que le système actuel n'est pas en adéquation avec ce qui se passe ailleurs. Je prends un cas très simple pour matérialiser ça. Vous savez, quand le pétrole a baissé de $100 le baril à $50, les entreprises pétrolières partout dans le monde ont réajusté leur système en interne et ont renvoyé toutes ces pertes du côté des États. Mais les États ont continué à fonctionner dans le système qui est le système. Oui. Ils ne se rendent pas bien compte parce que vous voyez, même quand les gens vont faire des audits, ils ne comprennent rien dans ce qui se passe. Parce qu'on leur montre ce qu'on veut leur montrer. Je vais parler dans les détails. Donc, pour dire que le rapport dont je viens de faire allusion, quand il a été présenté a été envoyé pour présenter au président, un haut responsable de la République a dit non, je ne peux pas envoyer ce rapport dans cet état au président. Rendez-le potable. C'est-à-dire à faire en sorte que tout soit bien. Et le rapport, on a fait comme si tout allait bien, il est parti. Voilà comment le président est parfois désinformé par ceux qui sont même en charge, ceux qui ont la responsabilité. Parce que vous savez, quand il y a des postes à la présidence, quand le président vous désigne, il vous donne plein pouvoir. Et vous parlez en son nom. Et du coup, ces messieurs sont très puissants. Le SGPR est plus puissant que le Premier ministre. C'est ce dysfonctionnement que les problèmes qu'on a là aujourd'hui. Quand il appelle un ministre, il dit sur très haute instruction. Oui, très haute instruction. Le chef d'État me demande de vous dire ceci. Chef d'État en majuscule. Vous n'allez jamais appeler le chef d'État pour demander est-ce que le SGPR a dit la vérité. Non. Et c'est comme ça que tout se passe. Quand vous voyez tout le monde, il y a une certaine unanimité. C'est parce que quelque part, tout le monde se dit c'est le président qui a dit. C'est le président qui a dit. Peut-être parfois le président n'est pas au courant. Il y a eu des cas où on sait que le président parfois n'est pas au courant. Donc, moi je pense que ce décalage qu'il y a veut dire que les réseaux sont devenus très puissants et sont en train de neutraliser le président. Je le dis clairement. Les réseaux sont en train de neutraliser le président en prévision de la succession.
Parce qu'on ne le veuille pas, bientôt on aura peut-être une transition. Je ne sais pas quand est-ce que le bon Dieu va rappeler le président Paul Biya, mais ça va arriver. Et les gens se préparent déjà en conséquence. Donc, ils veulent avoir beaucoup d'argent, parce que l'argent qui est volé, détourné, ce n'est pas l'argent pour manger. Si c'était l'argent pour manger, on n'a pas besoin de temps. C'est l'argent pour être prêt. Vous savez, vous allez faire une campagne. Vous avez vu les partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont fait la campagne à l'aise parce qu'ils avaient de l'argent. Il y en a qui n'ont pas pu faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, c'est un problème d'argent. Et nous sommes DPC. Je peux vous garantir, je ne mets peut-être pas la main au feu, mais je pense que la transition va se faire dans ce parti-là. C'est le parti le mieux structuré du pays. Et donc si le président Biya n'est pas là, les gens vont bagarrer pour être président du parti. Et le président du parti, conformément à l'article 27 alinéa 3 de nos textes, disait que le président national du parti est candidat naturel, est candidat à l'élection présidentielle. Okay. Donc, comprenez qu'aller gérer les délégués au Congrès, il vous faut beaucoup d'argent. Vous comprenez? Comme on a fait qu'à foot. Voilà. Comme on a fait qu'à foot, partout. Donc, je pense que ce qui se passe là, on parle la canne, mais c'est pareil pour tous les grands projets structurants. Okay. Tout a été surfacturé. Le vol a atteint un niveau où l'unité de base monétique, c'est le milliard. Le milliard. On ne parle plus de millions. Millions, c'est les vendeurs de billets qui parlent millions aujourd'hui. Les fonctionnaires sont ceux qui ont les plus grandes maisons dans la République. Sont ceux qui ont les immeubles partout. Et l'État doit plus simplement les arrêter, les mettre en prison. Le président doit récupérer ce patrimoine, le reverser à l'État. Tous les immeubles de ces grandes personnalités qui sont loués par l'État doivent revenir à l'État. Parce qu'ils ne peuvent pas justifier construire un immeuble de 5, 10, 15, 20 étages. Ce n'est pas possible. Je crois que ça a atteint un stade où le président est obligé de taper. Parce que s'il ne tape pas de poing sur la table, parce que le gouvernement que les gens entendent, ce n'est pas seulement un pouvoir qui est entré, qui est sorti. Les gens veulent voir si le président continue avec les mêmes gens. Les gens vont dire, mais attends, vous cherchez le problème. Le problème, c'est lui le président. Parce que les gens ne peuvent pas vous salir, vous humilier comme ça. Et vous continuez de leur faire confiance. Il y a un problème. Donc tout le monde attend pouvoir. Et j'espère que le président ne va pas commettre l'erreur de saluer ces gens-là au vœu. Il va les virer avant le vœu. Parce que s'il les salue... Vous voulez dire que le gouvernement, c'est dans les tout prochains jours? Il doit faire... Je dis, il ne doit plus saluer ces gens-là. Il doit les virer tous. Parce qu'il y a là, mon ami, qui m'a dit l'autre jour, et il a dit dans les médias, ça ne sera pas il ne va pas faire un remaniement, il ne va pas faire un réajustement, ça sera un changement. Il doit aller en profondeur. Parce que s'il ne part pas en profondeur, ces gens-là vont au-dessus sur lui. Okay. Et c'est lui qui sera en difficulté. Paul Joël, revenons donc à ces marchés-là. Il y a eu la période du Paul Montazé. Les marchés avaient déjà été bien conclus, bien ficelés, appel d'offres et tout. Mais il y a eu un arrêt, un mois, puis le gré à gré est entré en jeu. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça a changé juste de poste. Hein, et je crois qu'en réalité... Oui. Et je vous dites que c'est surfacturé pareil. Ça a changé juste de personne, de poste, c'est tout. Comment ça? Parce que vous croyez que ceux qui ont fait ça avant sont des anges? Ah bon? Ils ne sont pas des anges. Ça, c'est plus réaliste. Non, ils ne sont pas des anges. Merci, monsieur. Ceux qui étaient à la présidence ont estimé que, bon, les rétrocommissions allaient aller chez d'autres. Ils ont récupéré pour pas les rétrocommissions. Ils ont bloqué pour sortir la procédure normale de marché public et aller dans les procédures en urgence. Vous voyez que tout est en urgence. Et quand c'est en urgence, comme il a dit Sambaka, je donne à qui je veux. Voilà, voilà. Non, en fait, je voudrais juste vous rappeler à la lecture de tout ce qu'on a pu lire dans les journaux, sur les réseaux sociaux, en réalité, que c'est ce changement de chair au niveau du gouvernemental qui est la trame de fond, en réalité, des différents combats qu'on voit entre les différents réseaux qui cherchent à se neutraliser. C'est-à-dire, vous avez d'un côté ceux qui veulent justifier le fait qu'en réalité, lui, Paul Montazé avait tout conclu et que lorsqu'il était prêt à tout lancer. C'est quand il est parti que l'équipe qui est arrivée a tout bloqué, sachant exactement où est-ce qu'elle devait amener le Cameroun. Et ça me conforte en réalité dans ce que M. Moté disait tout à l'heure, lorsqu'il parlait des réseaux, pour dire en réalité que lorsque vous voyez l'opération Épervier, vous voyez ceux qui sont en prison. En réalité, c'est ceux qui avaient été taxés comme étant la tête de proue des différents réseaux. C'est dit finalement que le président ne nomme que les chefs de réseau ou les chefs bandits à la tête et des différentes administrations du pays. Je veux dire, on le dit prosaïquement, ça peut paraître amusant, mais je tiens à vous rappeler qu'à la réalité, lorsque vous mesurez les faits et gestes du gouvernement, les gouvernements successifs, vous pouvez vous rendre compte effectivement que c'est là où on va arriver. Prenez le cas de Atangana Mbara, vous prenez Marafat Amimi Douyaya, vous prenez ceux qui ont été arrêtés avant, mais on dit en réalité, et c'est ce qui semble être le cas lorsque M. Moté argumente bien, articule toute son argumentation, c'est qu'en réalité,
Il n'y a que les réseaux qui gouvernent le Cameroun. Il n'y a que les réseaux qui tiennent. Et c'est pour ça que j'aime toujours rire lorsqu'on veut dédouaner Paul Biya d'un scandale. Parce qu'en réalité, c'est lui qui nomme et en réalité, c'est lui qui doit être le principal responsable. Ceux qui sont nommés, soit dit en passant des fonctionnaires, je crois qu'ils sont nommés parce qu'en réalité, ils maîtrisent les rouages de l'appareil de l'État. Mais en réalité, M. Paul Biya dispose de tous les moyens et de tous les mécanismes pour s'assurer à la fois le côté et le contraire pour savoir effectivement si un travail est fait et est bien fait. C'est pour ça qu'il y a des services de sécurité qui existent dans ce pays, qui en réalité sont des services d'espionnage et de contre-espionnage pour justement apporter toute la réponse pour que le président prenne la pleine mesure de ce qui se passe. Mais je tiens déjà à vous rappeler que jusqu'à ce qu'on me démente autour de ce plateau, c'est que M. Biya n'a pas fait une descente dans un chantier, encore moins le chantier le plus proche qui est celui au Lembe. C'est-à-dire, quand il est au troisième niveau, dans son bureau, à partir de la fenêtre, il peut simplement voir si les travaux sont des travaux. Effectivement, ça, je le dis de façon caricaturale, mais c'est simplement pour vous dire qu'en réalité, il faut aussi que toutes les responsabilités soient établies. Mais je me refuse de croire en réalité que c'est un remaniement qui viendra arranger la situation, parce que l'image du Cameroun a pris un sérieux coup à l'international et même également en interne. Et cela vient conforter l'idée selon laquelle je tiens à vous inviter à lire le dernier rapport, et je crois que c'est M. Maurice Kamto qui en est l'un des contributeurs à l'Union européenne, qui parle du niveau de la malgouvernance, des détournements, prosaïquement comme les Américains parlent de kleptocratie au Cameroun, où vous avez tout un système qui fait tout pour prendre l'argent, pour se maintenir. Et en réalité, on l'a dit autour de ce plateau, ces personnes, je ne les appellerai pas des voleurs, parce qu'en réalité, ils jouissent encore de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une juridiction se saisisse de l'affaire. Simplement pour dire en réalité qu'on l'a dit de façon très gentille, mais ces personnes sont en train de se constituer des trésors de guerre. Et lorsque vous voyez, je vous prends le cas très simple, les déclarations du tribunal criminel spécial qui parlent par exemple du rapatriement de fonds, cela s'élève à des milliards minimisables par rapport à ce qu'on soupçonne ces personnes d'avoir détourné. C'est-à-dire, prenez la première génération des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de l'opération Épervier. Vous prenez ceux qui sont actuellement, c'est-à-dire les délits d'initiés, la corruption, les détournements de fonds publics et tout. Vous allez en réalité comprendre que le Cameroun, au moins sur ces 10 dernières années, a perdu en termes de milliards. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand vous êtes dans les chaumières, vous discutez, on vous dit que l'unité de détournement au Cameroun, c'est le milliard. C'est le milliard. Président Sambaka, qu'est-ce que... Parce que Paul Joly, lui, il semble pas être d'accord. Il dit qu'un remaniement ne va pas résoudre... Encore moins les interpellations, les arrestations, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Mais il faut quand même sortir ces gens de la circulation. Parce que le fait de les voir, ça ne résout pas le problème. Ça n'arrange pas la situation. Mon point de vue a toujours été clair et il reste le même. Le centralisme excessif est une grande plaie, n'est-ce pas, au développement du Cameroun. Ça, je peux vous le garantir. Je dois dire que, à côté de cela, il faut savoir que le rapport que la CONAC a sorti épingle plutôt le ministère des marchés publics. Bon, les autres vont vous dire, pour aller vite, on a sorti des marchés publics et on est allé au gré à gré. C'est catastrophique là, à ce niveau. Donc, on se dit que l'option qu'a choisi le centralisme excessif, c'est de tout prendre pour eux et rien pour les autres. Donc, si nous avions des institutions qui permettent aux gens de participer au développement du Cameroun, c'est-à-dire les populations sont partie prenante au développement, et qu'on sache distinguer ce qui est du pouvoir central et ce qui est du pouvoir des régions, des communes et autres, il y aurait déjà un début de solution. Parce que si on met tout sur les bras des hommes, et vous savez qu'au Cameroun, on dit « Oh, tout le monde est achetable, le problème c'est le prix ». Donc, quand on va avec cette philosophie, il est difficile d'avoir un changement. Donc, le changement doit être au niveau des hommes, mais il doit d'abord être au niveau des institutions. C'est-à-dire que le discours de ce soir peut être un discours qui consacre, n'est-ce pas, que, effectivement, au vu de la demande des populations, cela va se faire. Ce n'est pas créer un ministère de la décentralisation, non. Tout le monde sait que ça alourdit encore les choses.
mais c'est d'aller avec un bon calendrier directement sur cette décentralisation. Ça va permettre à ceux qui sont là-bas d'être en fait, on va leur enlever quelque chose qui peut permettre aux populations demain de profiter, n'est-ce pas, du partage des biens de l'État. Mais tant qu'on aura ce centralisme excessif, on aura à changer les hommes et rien ne nous dit que ceux qui vont venir ne vont pas être friands. Parce que quand on a volé 1 million hier, on est passé à 10 millions le lendemain. Aujourd'hui, on est à 1 milliard. Après, demain, on ne sait pas ce que ça va faire. Mais toujours est-il dit que cet argent ne va pas payer les salaires des fonctionnaires bientôt qui auront des difficultés. Donc, nous voyons très bien qu'au niveau des institutions, quelque chose doit être fait. Et plus les Camerounais se sentiront partie prenante du développement de leur pays, mieux ça sera. C'est la raison principale pour laquelle nous disons que le Cameroun, c'est pour tous, et le Cameroun, c'est par tous. Mais s'il n'y a que des gens d'une nomenclature à qui doivent faire les choses, on ne peut pas avancer. Donc c'est institutionnel et c'est en même temps le problème des hommes. Les hommes intègres, ça existe. Mais on parle de Cannes. Est-ce qu'on a réuni les architectes camerounais, le syndicat des urbanistes, etc., pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport à cela? On a même appris que les avocats étaient persona non grata dans cette affaire, les avocats camerounais. Donc toutes ces choses-là doivent être connues. Il faut que le président de la République casse le plafond de verre qu'il y a entre lui et les populations pour qu'une harmonie s'installe et que tout le monde se sente partie prenante. Jonathan Batengene, des actes forts dans le discours de tout à l'heure, président. On peut attendre des actes forts. Seulement, je veux revenir sur un fait, Serge Alain. Il s'agit des réseaux fermés. Oui. Quand on parle de réseau ici, j'ai l'impression que tout le monde là ne comprend parce qu'il parle de réseau. On parle de réseaux fermés. C'est des réseaux assez clos. Oui. Pour les intégrer, il y a des coûts. Et ces coûts sont parfois... C'est combien de réseaux? Un réseau, ça peut être... C'est combien de réseaux? C'est combien de réseaux? C'est plusieurs réseaux. Pourquoi? Allez dire que c'est un seul réseau ou bien deux, oui. C'est confondre les choses. C'est pas deux réseaux? Non, c'est pas que deux. On a affaire avec plusieurs réseaux. Et tout à l'heure, Joël Kamchan a dit quelque chose de pertinent. On a nommé à la tête des ministères les chefs de réseau. Ça veut dire quoi? L'économie nationale, depuis le coup d'État manqué de 1984, oui. Effectivement, est devenue un marché, enfin le gouvernement est devenu un marché des réseaux de confiance. Et ces réseaux de confiance qui sont à la tête de l'État. Parce que c'est ces réseaux de confiance qui se tiennent. Les réseaux de confiance, on a vu ELECAM, on a vu pendant les élections présidentielles, ELECAM, le Conseil constitutionnel, la présidence, c'était très bien stissé. Les gens agissaient en sachant quelles sont les retombées de l'action. C'est comme ça qu'on agit au Cameroun. Ces réseaux sont très fermés. Pour les intégrer, il y a des coûts. Ces coûts, on les a déplorés. Le feu Charles Ateba du parti RDPC est venu parfois crier « Oh, c'est la franc-maçonnerie, oh, c'est les homosexuels ». Mais c'est plusieurs réseaux. Quand vous avez plusieurs réseaux qui sont à la tête d'un État, qu'est-ce qu'il faut faire? Je regrette, même si Paul Joël Kamchan croit que nous pouvons le balayer du revers de la main, je peux dire que nous changeons de chef d'État demain. C'est pour dire la nécessité d'avoir l'équation à partir du président Paul Biya. Même si nous changeons de chef d'État demain, ça ne change pas. Parce qu'au niveau de l'armée, c'est ces réseaux qui ont inséré des gens qui sont aujourd'hui des officiers supérieurs. C'est ces réseaux qui ont inséré des gens qui sont à la tête de la police nationale. C'est ces réseaux qui ont mis des gens à la tête des universités. Ces réseaux se tiennent à tous les niveaux. Alors comment vous allez changer ça en un jour par une baguette magique? C'est impossible. Le président Paul Biya, ce qu'il peut faire, il doit noter une chose. Tout est parti du coup d'État manqué de 1984. Oui. Et ce soir, s'il regarde cette émission, il doit prendre conscience. J'ai fait confiance à un homme qui est aujourd'hui à la tête de la LFPC. Qu'est-ce que c'est la LFPC aujourd'hui? Est-ce que ça marche le football camerounais? Il se remet en question là-dessus. J'ai fait confiance à un homme qui est mon chef d'état-major à la garde présidentielle, à la DSP. Est-ce que la DSP, ça marche vraiment? J'ai fait confiance à un homme qui est à tel niveau. Il se pose les bonnes questions. Et puis, il se met à agir de manière individuelle.
Mais à partir du moment où les rapports sont toujours tronqués, qu'est-ce qu'il fait? Les rapports sont tronqués parce qu'à un certain moment, tout à l'heure, l'aîné Cyril Sambaka a dit tout est centralisé. Oui. Il doit se dire une chose. La décentralisation, c'est l'une des solutions. On peut appeler ça régionalisme, on peut appeler ça fédéralisme. Mais la décentralisation, c'est une solution au grand problème Cameroun. Maintenant, le deuxième problème, c'est lequel? Il faut avoir du courage. Le président doit sortir des sentiers battus. Et je pense, et je lance là plutôt un appel à tous les partis d'opposition du Cameroun de se montrer solidaires. Il ne s'agit plus d'un problème lié au RDPC. Il s'agit d'un problème camerounais. Le MRC, l'Univers, l'UDC, le SDF, tous ces partis d'opposition peuvent contribuer à changer les choses. Si ces partis, disons qu'ils prennent les postes régaliens dans le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? La moralisation, un ensemble de conditionnalités qu'ils vont poser à leur adhésion à ce gouvernement, et puis contribuer de manière pérenne à ce que ça change. Parce qu'il faut casser ces réseaux de confiance, qui sont des réseaux fermés. Si les gens se disent, nous allons gagner le pouvoir, et c'est une naïveté quand même de l'opposition camerounaise, ce que j'entends même, c'est un rêve chez nous les opposants. Dire que nous allons prendre le pouvoir et changer les choses en un jour, c'est mentir même au peuple. Parce que nous allons arriver, le chef d'état-major qui est là, qui sait comment est-ce qu'il a été nommé? Il est vieux, tout le monde le sait. Mais qui sait comment il a été nommé? Je ne doute pas de ses compétences. C'est un homme qui a fait toutes les écoles militaires. Mais qui sait comment c'est arrivé? Un ensemble de hauts gradés de l'armée, qui sait comment c'est arrivé? Comment est-ce que toi, nouveau président, tu arrives, tu te places avec toute l'autorité et tu dis à cet homme, désormais, le dispositif au sud-ouest, nord-ouest, ce sera ça. Mais il te regarde avec un sourire narquois, en se disant, mais ce gars, il est dans les nuages. Je vais le ramener sur terre en ne faisant pas ce qu'il dit. Ou bien en faisant ce qu'il dit, mais en capotant tout sur le terrain. Okay. Donc ça, cette expérience-là qu'on a de ces réseaux fermés, on doit capitaliser dessus. La CAN a été sabotée, ce n'est pas du fait de certains individus camerounais qui sont les plus grands détourneurs, parce que je pense que l'un des sports nationaux de notre pays, et ces gens, ils sont juste la tête de proue actuellement d'un sport qui se joue à l'échelle nationale. Dans les communes, on a des gens, même de l'opposition, qui détournent de l'argent. On a même à la tête de certaines institutions privées des gens qui détournent de l'argent. Ce n'est pas le propre seulement de ces gens qui dirigent le Cameroun. Okay. Donc, nous devons nous remettre en question aussi. Comment nous gérons nos institutions? Et nous devons avoir le courage de nous parler. Pas rester chacun sur ses barrières et dire, moi, je suis du MRC, je suis du Univers, je suis du SDF, comme c'est le RDPC qui capote. Ah, c'est leur affaire. C'est le Cameroun, sauvons le Cameroun. Ok. Et Robert Mouté Bassa, il y a eu beaucoup d'argent quand même. Comment comprendre que Hamad soit venu au Cameroun le 2 octobre pour rassurer, mais le 30 novembre, on apprend autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le président n'avait pas de bon rapport, comme je l'ai dit. Sûrement que la rétrocommission était tellement importante que tout le monde dans la chaîne de commandement s'est mis d'accord pour dire au président que tout va bien. Et d'autres ont posé des actes. On n'en parle peut-être pas trop, mais vous vous souvenez des années 94. Il y a une mallette qui se balade entre Paris et Washington jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est jamais arrivée. C'est pareil. Il y a eu la mallette aussi cette fois-ci. Il y a des mallettes qui se baladent là, qui ne sont jamais arrivées. Arrivées où? Arrivées à bon port. Auprès d'Amadama? Je ne peux rien dire. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais je peux vous garantir que des gens sont allés jusqu'à poser ce genre d'actes. Et c'est très grave. Encore, c'est très grave. Donc, vous savez, le président, je crois qu'il n'a pas de choix là. Il doit agir. Sambaka, oui. Cyril a pris un exemple de la CONAC tout à l'heure. Voilà des fonctionnaires qui sont tapis à la CONAC, qui flinguent les hommes d'affaires privés. Bouchinga se vend son poisson. Mais on parle de sortir dans les histoires de CONAC. C'est sa société. Ce n'est pas la société de l'État. C'est ceux qui doivent payer les impôts à l'État, mais ce n'est pas le rôle de la CONAC d'aller regarder de ce côté. Il y a d'autres organismes qui sont faits pour ça. On flingue un monsieur comme ça, tout simplement parce qu'ils ont voulu peut-être faire dans Toulouse, ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'État qui doit tuer ses opérateurs économiques. Un pays comme le Nigeria, quand le président Olusegun Obasanjo était au pouvoir, il s'était donné un objectif.
faire au moins 50 grands industriels africains et mondiaux, d'où sont nés les Dangote et Lumumba et autres. Ce n'est pas les gens qui sont nés avec une cuillère en or. C'est l'État qui a donné 3 ans à Dangote à importer seul le ciment au Nigeria. Mais après les 3 ans, il devient un industriel du ciment, il fabrique le ciment, il construit les usines. C'est comme ça qu'un pays lance ses grands opérateurs économiques, ses grands chefs d'entreprise. Donc, ça se passe au Cameroun. Dès que vous commencez à vous battre et que vous atteignez un certain niveau, on a peur que vous venez piquer les places des gens, on commence à vous flinguer. La décentralisation, je pense, doit être accélérée parce que c'est une solution à ces problèmes de centralisation-là. Parce que si des décisions des marchés clés ne se donnaient pas au niveau du secrétaire de la présidence et que c'était dans les régions, on n'aurait pas le même niveau de flou, de scandale dans ce qui s'est passé. Et le petit frère a dit tout à l'heure, Jonathan, un gouvernement peut changer beaucoup de choses. Tout dépend des hommes. Je vous reviens sur ça. Le problème qu'on a dans notre pays, c'est la ressource humaine. Je peux vous garantir qu'un monsieur comme Paul Fokam Kamouyi, ministre, vous croyez qui va lui dire quoi? Il va faire les choses comme il veut, parce qu'il sait ce qu'il fait. Un monsieur comme James Onobiono, il a du caractère. Un monsieur comme Koulou à Kamvondo, le DG de la CNPS, c'est le genre de caractère qu'il faut dans ce pays. Il ne faut pas voir comment on tire sur lui. C'est un monsieur qui a du caractère. Et parce qu'il est compétent, il sait ce qu'il veut, et il refuse tout ce que le réseau essaie de faire pour le faire plier. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas m'étendre ici. C'est pour dire que quoi? Si le président choisit des hommes dans le privé, dans la société civile et dans l'administration, et éviter de densifier la présence des INAMAC, les gens qui sortent l'INAM. Vous savez, c'est des promotions entières. Actuellement, c'est l'IRIC. IRIC et NAM, c'est la même chose. Je sais que Ngongo était de l'autre côté, mais ce n'est pas. Je dis, le gros, c'est l'INAM. L'IRIC, c'est un bon pourcentage ici, mais le gros, c'est l'INAM. Parce que vous savez, ils sortent là-bas, magistrats, fonctionnaires, administration générale, greffe, tout ce que vous voulez, impôts, régie financière, tout ça. Ils se connaissent. Dès que vous avez un dossier dans un ministère ou à la CONAC ou par-ci, par-là, le coup de fil est parti, les coups de pile partent, ils se neutralisent, le dossier s'assoit, les pièces commencent à disparaître du dossier, et on dit au président, le dossier est vide. Donc c'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire qu'on peut changer, tout dépend. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, on attend voir les hommes que le président va mettre dans, pas un remaniement, dans ce changement. Parce que si les mêmes reviennent, mais ça veut dire que c'est le président le problème. Oui. Il n'y a pas à discuter. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour le comprendre. Donc, quelque part, je pense que les hommes qui vont faire partie de ce gouvernement, si ce sont des gens neutres, des gens de caractère, des gens qui peuvent, parce que je peux vous garantir que malgré tout ça, en 1 an, 2 ans, on peut redresser le Cameroun si on le veut. Il y a la ressource humaine, mais il y a aussi, je veux dire, le dispositif institutionnel. C'est-à-dire, voyez-vous, vous avez une antichambre de la République au secrétariat général, où vous avez un secrétaire général qui traverse le Premier ministre, qui est en réalité le chef du gouvernement. Mais il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. Institutionnelle. Le SGPR est plus puissant que le Premier ministre, c'est pas normal. Est-ce que vous savez, par exemple, que, en réalité, tous les ministres délégués à la présidence qui sont au sein du gouvernement, dont répond le Premier ministre, peuvent outrepasser le Premier ministre. Je vous prends le délégué général à la Sûreté nationale, je vous prends le ministre de la Défense, je vous prends le ministre du Contrôle supérieur de l'État, je vous prends tous ces ministres qui sont directement rattachés à la présidence, mais qui travaillent comme étant des membres du gouvernement. Même ceux qui ne sont pas rattachés, hein, quand ils disent haute instruction, ça change. Et il faut revenir à secrétaire général. On a aussi eu à un moment un secrétaire général des services du Premier ministre qui était même plus puissant que le Premier ministre. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est une mauvaise interprétation. Le Premier ministre, nous avons un Premier ministre qui, dès le premier jour, a peut-être mal apprécié sa nomination. Il s'est demandé que est-ce que c'est pas moi le suivant à Konengi. Donc du coup, il a pris un peu de recul sur beaucoup de choses et ça a fait grandir son secrétaire général. Ça ne veut pas dire qu'il a... Non, je voudrais simplement dire à M. Mouté que même jusqu'à présent, lorsque vous voyez les échanges épistolaires entre le secrétariat général de la présidence, le gouvernement via la primature, c'est le secrétaire général de la présidence au secrétaire général du Premier ministre. Et je tiens également à vous rappeler qu'il y a des moments où le ministre veut nommer un simple chef de service. Il faut que ça aille à la primature, et de la primature, on pose un visa, ça va à la présidence. Parfois, ça va à la présidence avec des noms, en revenant que des noms ont été remplacés, et le ministre est obligé de signer
Parce qu'en réalité, c'est la présidence de la République qui a autorisé que ces personnes soient nommées. C'est dit en réalité que vous avez une présidence de la République et un secrétariat général tout puissant qui en réalité joue le rôle de la primature, c'est-à-dire en contrôlant et en régulant l'action du gouvernement. Et vous avez un premier ministre qui en réalité, M. Mouté disait qu'il ne connaît pas très bien quelle est sa place parce qu'en réalité, il reste et les lettres lui traversent par-dessus bord et donc il est carrément... Non, ça l'arrange parce que le Bouli veille chaque jour à s'assurer qu'il n'ira pas à Konengi, c'est tout. Okay. Quand il y a ça. Vous travaillez dans cette logique, vous ne prenez aucune initiative, hein, vous laissez les choses se faire. Donc il y a un problème de ressources humaines exactement comme il a dit, mais il faut revoir peut-être le mécanisme ou alors toute la nomenclature institutionnelle qui préside au fonctionnement des institutions. Et puis à côté donc, il faut, en termes de priorité, ce sérieux problème de décentralisation qu'on n'arrive pas à résoudre depuis pratiquement... Paul Juel, vous avez une attente particulière par rapport à l'annonce, à l'adresse de tout à l'heure? Aucune attente. Ok. Et vous, oui, moi je dois dire que les solutions du Cameroun ont déjà été trouvées, mais malheureusement c'est dans les placards et dans les archives, parce que tous les rapports qu'on amène à la présidence de la République sont des rapports tronqués, mais les études qu'on commande pour faire, c'est dans les tiroirs, c'est dans les archives. Ça veut dire que une bonne équipe peut ressortir un certain nombre de choses, mettre ça en route et le Cameroun se redresse rapidement. Mais comme le choix des autres, c'est que l'opposition camerounaise est pauvre, n'a pas d'argent, les Camerounais veulent l'argent, nous, on prend tout l'argent et on commence à préparer le départ du président Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on se constitue un réseau par affinité, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut casser. Mais on peut le casser. On peut le casser parce que le peuple, lui, il a besoin du changement. Et le changement, ça veut dire qu'il faut des hommes, il faut que les institutions soient faites de telle sorte que tout le monde se sente partie prenante, du bas, que le développement local soit garanti, et que les fonctions régaliennes de l'État soient préservées, que l'État devienne celui qui contrôle, c'est-à-dire celui qui contrôle, qui sanctionne. Vous voyez, c'est celui qui facilite, c'est celui qui encadre les opérateurs économiques. On ne va pas se transformer. Au Nigeria, on a construit des usines. Au Cameroun, ici, les milliards s'en vont, on ne sait pas où ça part. Ce n'est pas recyclé. Vous voyez, donc il y a quelque chose à faire et je sais qu'au niveau du Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis après les indépendances. Quand on veut mener des enquêtes, nous avons une police très efficace. Nous avons des gens très efficaces pour mener les enquêtes. Maintenant, ils répondent aux ordres de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, Jonathan, une attente particulière? Une attente particulière, c'est simplement de voir le président prendre conscience. D'abord, pas nous faire un discours réchauffé, un discours qui va sur les bases de l'année s'achève, comme on a souvent vu, et puis ça va s'améliorer l'année prochaine. Non, c'est aller sur des bases assez sereines et dire nous sommes actuellement dans une situation alarmante. Là, quand nous ne l'avons pas eu, prendre conscience que nous avons eu un échec, avouer même cet échec en public, c'est déjà un effort parce qu'on a rarement vu notre président le faire, qu'il avoue qu'il y a eu un échec et maintenant qu'il pose les bases en disant je vais élargir et puis je vais me séparer d'un certain nombre de gens. Je dis et je répète, Serge Alain, il s'agit des réseaux de confiance qui gèrent notre État à tous les niveaux. Tant que nous allons nous dire que ces réseaux de confiance sont un épiphénomène, on va passer à côté du problème. Voilà, merci, madame, monsieur. Dans un instant, le président de la République s'adresse donc à la nation camerounaise, discours traditionnel du 31 décembre. Voilà, retour sur le plateau après donc le discours à la nation du chef de l'État. C'était donc pendant une vingtaine de minutes. Paul Biya, dans son discours sur l'état de la nation, est principalement revenu sur la situation sécuritaire
dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Le président de la République s'est dit une fois de plus sensible aux inquiétudes et aspirations des populations de ces deux régions. Il fait tout de même un constat. Son appel à un dépôt des armes est resté sans effet. Paul Biya a annoncé officiellement que les forces de défense et de sécurité vont neutraliser les forces séparatistes. Autre temps fort, c'est le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Paul Biya reconnaît que la Confédération africaine de football, au regard de certains éléments en sa possession, a décidé d'un glissement de date. Le président de la République demande aux Camerounais de rester mobilisés parce que tous les investissements seront réalisés. Nous en parlons en détail tout de suite avec, sur le plateau, une fois de plus, Jonathan Batengele, Cyril Sambaka, Paul-Joël Kamtian et Robert Mouté Ambassa. Dites-moi, vous avez suivi le président de la République pendant une vingtaine de minutes. Tout à fait. Ça veut dire quoi? On va neutraliser toutes les forces séparatistes. Pourquoi ce ton martial? C'est assez clair parce que vous savez quand même, il y a quelques jours, il y a des images qui ont circulé où on décapitait un soldat de façon barbare. Ça a choqué tout le monde. Moi, je pense que la position du président est claire là-dessus. Là, à partir de ce soir, les gens doivent noter une chose, c'est que des instructions seront données aux forces de défense pour neutraliser tous ceux qui refusent la main tendue. Ça veut dire que quoi? En France, c'est la main tendue? Disons que nous sommes un État. Qui dit État, dit territoire, dit population, dit constitution. Et donc, si à l'intérieur de cet État, il y a des mésententes, des malentendus, ou bien des communautés qui se regardent en chaîne de faïence, l'État a la mission de remettre de l'ordre. Donc le président, dans sa manière d'agir, a proposé le dépôt des armes, et il s'avère que les armes continuent de crépiter. Et là, il dit clairement qu'il va monter d'un cran, un cran supérieur, où les forces de défense vont prendre les responsabilités. Et vous savez, quand les forces de défense montent d'un cran, ça ne sera plus les forces de sécurité, ce sont les forces de défense. Et quand on parle de forces de défense, ça dit que ça va faire très mal. Et je crois qu'il est temps vraiment que les armes soient déposées pour éviter ce côté-là. Mais ça peut aussi être une porte ouverte à ce que la communauté internationale vienne jeter un coup d'œil dans ce qui se passe, parce que vous savez, on ne sait jamais tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui essaient de tirer les ficelles pour que cette guerre ne s'arrête pas, parce qu'ils veulent pousser le gouvernement à la faute, à l'erreur, et dès qu'il y aura une faute ou une erreur, les gens vont en profiter pour venir investir le pays. Donc je pense que cette situation, je suis un peu gêné, désolé, parce que je suis de ceux qui, dès les premiers jours, avaient dit qu'il fallait trouver une solution rapide, pacifique, à cette crise anglophone qui a commencé par les corporations. Aujourd'hui, ça a atteint un stade où moi, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à rien dire, parce que vraiment, ça atteint des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer il y a 2 ans. Ok. Jonathan Batengele, cette sortie, ce ton du président dans son adresse aujourd'hui, ça vous inquiète? Ça semblait doux. Oui. C'était fort, ces gens-là. Il a dit, ceux qui ne vont pas venir au dialogue, nous allons simplement les neutraliser. S'il faut utiliser la rhétorique martiale. Ceux qui ne vont pas déposer les armes. Déposer les armes, pas le dialogue. Ceux qui ne vont pas déposer les armes, voilà. Ils vont les neutraliser. S'il faut utiliser un terme simple, ça ne veut pas dire qu'on va aller leur dire dans les champs, arrêtez de déposer les armes. Si vous ne déposez pas, des gens vont venir vous arrêter. C'est des gens qui ont des armes. Il faut que les gens imaginent ce qui va se passer. Ça veut dire qu'ils seront tués. Donc, il y aura des opérations militaires qui vont monter d'un cran. Maintenant, il y a quelque chose à craindre, ces gens. C'est qu'avec la montée de ces opérations, il y a quelque temps, les sénateurs américains ont fait une mise en, ont adressé une mise en garde au gouvernement camerounais. Le gouvernement américain a commencé à s'intéresser à cette affaire. Les Nations Unies ont également adressé des mots à l'État du Cameroun. L'Union africaine pourrait également s'y intéresser. Et pourquoi pas la SOMAC, où nous sommes encore la puissance hégémonique. Donc, il y a à craindre qu'avec la montée de langage militaire ou bien des opérations militaires, on se retrouve avec à dos la communauté internationale. Et donc, je pense
que maintenant les choses doivent être claires. Soit le président de la République est encore très mal informé sur la crise anglophone, et dans ce cas, je corrobore effectivement la thèse de l'aîné Cyril Sambaka et de l'aîné Robert Moutet, qui disent que des gens accumulent des fonds pour effectivement préparer une transition. Mais ce que je remarque là, et si le président l'a fait de manière tout à fait spontanée, il devrait bien se raviser. Parce que c'est la préparation j'utiliserai un terme qui est parfois utilisé dans les plateaux, un coup d'État scientifique, très bien pensé, qui viserait à mettre sur pied une force d'interposition au Cameroun, à partir de laquelle on pourrait effectivement passer au changement de pouvoir, de régime au Cameroun. Et si le président continue sur cette lancée, je crains fort que les 2 années qui arrivent, nous risquons de rentrer dans un processus qui nous induit dans les mêmes phénomènes que la crise ivoirienne. Okay. Il a encore le temps de prendre des mesures de manière sereine, d'ouvrir le dialogue de manière plus cohérente avec un ensemble de partenaires qui sont prêts à dialoguer et effectivement de prendre des mesures sur le terrain. Il poursuit le dialogue avec des personnes. Il ne devrait même pas mettre la rhétorique martiale sur la table. Elle pourrait se faire de manière en back-office, mais pas être un apanage qu'on place dans le dialogue avec les sécessionnistes. Ok, Cyril Sambaka, le président, sur cette sortie, va de neutraliser. Vous me voyez... un terme trop fort? Vous me voyez abattu, là. Abattu parce que, voilà, moi j'espérais, n'est-ce pas, que le plafond de verre allait se briser et que le président de la République allait se retrouver avec le peuple. Et vous voyez très bien que la CAN était un détail. C'était un détail. Et quant aux problèmes sécuritaires, je dois dire que les analyses que nous avons faites montrent à suffisance que les sécessionnistes sont une minorité et que les populations du sud-ouest et du nord-ouest ont quitté leur zone à cause des combats. Donc, qu'on parle encore de combat, qu'on va lancer le combat, je ne comprends pas. Parce que le combat, il est fait depuis longtemps. Et malheureusement, sans suite. Maintenant, s'il faut monter de cran, ben, ça veut tout simplement dire que on va avoir droit à un champ de bataille qui ne pourra pas tenir parce que la communauté internationale viendra. Elle viendra forcément. Et quand elle va arriver, alors personne ne contrôlera plus rien. Or, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est que dans un pays normal, il y a une opposition, il y a des chefs d'opposition qu'on n'a jamais consultés, il y a la société civile qu'on n'a jamais consultée, on a choisi les interlocuteurs qu'on veut, on a même une commission qui a donné des recommandations dans le sens... Mais lorsque le président dit qu'il va poursuivre le dialogue avec des personnes pour un retour, ça veut dire que le dialogue a commencé. C'est vous qui devez nous dire, parce que nous, les hommes politiques, nous ne connaissons pas les gens du dialogue. Peut-être vous, les journalistes, vous savez quels sont les gens avec qui il poursuit le dialogue. Donc moi, j'ai dit tout simplement, nous savons qu'il y a eu le cardinal Toumi qui a voulu aider le chef de l'État dans ce sens, en réunissant la conférence générale anglophone. Elle n'a pas lieu parce que les turéféraires de ce régime ne veulent pas qu'elle ait lieu. Donc à partir de ce moment-là, ça se passe comment? Quand on vient de vivre ce qu'on a vécu pour la CAN et se rendre compte que le chef de l'État a des mauvais rapports, pourquoi est-ce que le chef de l'État ne peut pas se dire qu'il a des mauvais rapports sur la CAN? Peut-être qu'il a des mauvais rapports aussi sur d'autres choses. Donc et voilà, il faut donc que nous continuions à maintenir que seul le dialogue est quelque chose d'important dans la situation que nous vivons, parce que c'est le dialogue-là qui va amener tout le monde entier a été édifié sur le fait que les séparatistes sont une minorité. Mais pourquoi faut-il absolument qu'on assimile le sud-ouest et le nord-ouest à des séparatistes? Les séparatistes sont minoritaires, c'est connu. Les bandes armées, elles viennent de partout en Afrique parce que c'est comme ça. Quand il y a une guerre civile quelque part, ils viennent parce qu'ils viennent... comme la fête. Donc, voilà la situation. Moi, je dis, ce plafond de verre n'a pas été brisé ce soir. Pour moi, je me dis
qu'il faut continuer à espérer que les choses vont changer. Mais en même temps, il faut dire que la plus grande déception que j'ai eue en tant qu'homme politique, c'est que le chef de l'État puisse dire que le processus non pas de décentralisation, mais électoral, soit parachevé. C'est-à-dire que tout est bien. Il a parlé de l'accomplissement de la démocratie. Voilà. Et c'est là la question. Oui, il faut se poser la question de savoir si les partis politiques de l'opposition vont tous écouter ce discours. Oui, on en parle une autre fois. Paul-Joël Kamtouin, vous ne vous attendiez pas à grand-chose, mais peut-être pas à cette expression. Neutraliser. Vous attendiez à ça aussi? Non, mais je vous ai dit, c'est-à-dire quand le grand frère Sambaka parle, moi je suis tellement surpris. Je ne sais pas si ces années il n'était pas au Cameroun et qu'il n'est rentré que ce matin, parce qu'en réalité, il faut s'attendre à rien après 36 ans. C'est-à-dire, ça a été le discours. On a juste vu un Paul Biya toujours shoga, comme on dit au RDPC. Ça, c'est juste pour blaguer, mais en trame de fond, en réalité, il ne fallait s'attendre à rien. Mais il faudrait bien comprendre, c'est les sémioticiens ou alors les analystes politiques qui peuvent mieux l'expliquer. Quand il dit que ceux qui ne déposeront pas les armes seront neutralisés, en réalité, il ne faudrait pas comprendre comme si avant on ne les neutralisait pas. Mais ça signifie en réalité, comme on l'a dit autour de ce plateau, l'armée risque de changer de stratégie et de monter d'un cran. Ce qui signifie en réalité que on retrouve un chef de guerre dans une posture contradictoire. C'est-à-dire qu'il parle à la fois du dialogue et qui parle à la fois de la guerre. Donc le ton martial et le mot est lâché. Et qui sait ce que neutraliser signifie dans le jargon militaire? Je ne vous apprends rien et je ne vais rien dire sur ce plateau. C'est ce qui attend cette partie du pays dans les prochains jours. Parce qu'en réalité, les dommages collatéraux sont payés par les pauvres citoyens. C'est vrai qu'il a dit, je l'ai senti tout compatissant lorsqu'il parlait de ses compatriotes qui en réalité sont des victimes des dommages collatéraux. Mais en réalité, c'est que il y a un sérieux problème, il y a toute une contradiction. Et en fait, Paul Biya risque de faire, par ces mots, monter également les exactions d'un cran. Vous savez en réalité que depuis l'appel au dialogue, je crois lors de sa prestation de serment, en réalité, rien n'a changé. Les choses vont plutôt de mal en pire. Et ce soir, il vient encore appuyer, enfoncer le clou dans la blessure. Ce qui présage des mauvais lendemains dans cette partie du pays. Mais je voudrais dire quelque chose de très important pour sortir. Hélène Sambaka l'a relevé. D'entrée de propos, Paul Biya a parlé d'une démocratie accomplie. Mais j'ai envie bien de comprendre si Paul Biya vit avec son peuple. Là, ça prouve en réalité, lorsque vous écoutez son discours, aussi bien sur la forme que sur le fond, qu'en réalité, Paul Biya a survolé. Mais en réalité, lorsque vous prenez les questions de liberté publique au Cameroun, au lendemain de la présidentielle, en réalité, on n'a pas atteint ce point. Merci Paul Joël, merci Robert Moutéabassa, merci Thierry Sambaka, merci à vous, Jonathan Batengere. Ça se poursuit à Yaoundé. Madame, Monsieur, nous allons donc continuer avec l'analyse de ce discours avec Guy Zogo qui est en plateau à Yaoundé avec ses nombreux invités de qualité. Bien sûr, Madame, Monsieur, Equinox Soir spécial le 31 décembre, Top FM.